Bienvenue à Entrepreneur Mode d'Emploi, l'émission qui donne la parole aux dirigeants pour partager la réalité du pilotage d'entreprise, aider d'autres dirigeants et permettre aux personnes qui souhaiteraient se lancer de connaître tous les rouages de la gestion d'entreprise avec des outils concrets. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Entrepreneur Mode d'Emploi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Lopéo. Mathieu, bonjour. Bonjour. Qui a une entreprise dans le service sur le vitrage automobile. Oui, c'est ça. Mathieu, on va parler de toute ton activité et de ton métier de patron, mais avant tout, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Je suis arrivé en Haute-Loire en 2004 et j'ai fait des études sur la Haute-Loire. Et après, à 18 ans, j'ai attaqué dans le monde du vitrage automobile en tant que commercial, tout en alternance. J'ai fait 12 ans dans cette société, sur la Haute-Loire et sur la Loire. En 2019, arrivé de mon troisième enfant, ma fille, j'ai décidé d'arrêter le vitrage automobile. De là, on m'a proposé de créer ma propre société. Alors c'était un choix difficile à prendre parce que je voulais arrêter le vitrage automobile et je voulais pas spécialement me mettre à mon compte, mais le projet était intéressant. On en a beaucoup discuté avec ma femme et on a ouvert juste après le Covid. On entame notre 5e année. Alors quand tu dis que c'était une offre intéressante, qu'est-ce que tu entends par là exactement? C'était financier, c'était l'ambition, c'était l'aventure, c'était quoi? L'aventure. Quand tu as dit financier ambition, ça l'est pas comme réponse parce que le financier non, parce que c'était pas du tout le leitmotiv de ma vie. L'ambition non plus parce que encore une fois, je voulais pas spécialement être à mon compte. Ma compagne est déjà indépendante, donc du coup, on n'avait pas vocation à avoir 2 structures dans la famille. Mais l'aventure, ouais, totalement l'aventure. Je reviens à mon passé quand j'étais petit. Je m'étais dit, si un jour j'ai la chance d'être chef d'entreprise, je le ferai pour créer de l'emploi. Et ben, c'est typiquement ça, ce qui s'est passé, c'est que cette aventure de créer de l'emploi m'a convaincu de passer le cap. Et c'est un choix que je ne regrette pas. Alors, tu parles de franchise, pourquoi, alors tu avais l'expérience, pourquoi tu es parti directement sur une franchise? Pourquoi tu n'as pas décidé de te monter en indépendant à cette époque-là? Je sais pas, la franchise, c'était la facilité sûrement, le fait qu'on avait une grosse partie du travail qui était déjà faite, c'est-à-dire les agréments avec les assurances, une certaine conduite à tenir par rapport à un cahier des charges. Voilà une structure, en fait, un appui en fait, structurel d'une boîte nationale. Et l'ADN de cette entreprise me convenait beaucoup. J'étais vraiment en accord avec celle-là. Et ça s'est fait tellement naturellement que peut-être la question ne s'est même jamais posée, en fait. C'était simple à se lancer? Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ça c'était très, très simple. C'est ce qui m'a surpris, c'est que et d'ailleurs c'est ce qui a été très dur à analyser, heu, d'où ta présence, dans mon quotidien, c'est que ça s'est fait tellement facilement, mais tellement rapidement en même temps que, pendant quelques mois après l'ouverture, j'en ai perdu pied. Parce que, j'avais oublié certaines choses du quotidien, certaines valeurs en fait, parce que, tu as la tête dans le guidon, tu vois l'investissement que tu as fait et tu te dis: «Ben, il faut que ça marche», puisqu'on est parti de zéro. Et ça, c'est une pression qui a été difficile à surmonter seul. Tu l'as porté tout seul cet investissement ou tu t'es associé? Non, je l'ai porté tout seul dans un premier temps. La première structure, j'ai investi 60 000 € d'apport personnel et il faut prendre en compte qu'il y avait le Covid à ce moment-là, donc arrêt d'activité. Quand j'ai quitté l'ancienne structure, ça a été 3 mois sans salaire puisque ça a été une démission et ça a été très compliqué financièrement, mais on était lancé. Donc du coup, et ma compagne en plus a accouché. Donc du coup, plus de boulot elle aussi, puisqu'elle est en libéral, donc plus d'entrée d'argent, plus d'entrée financière. Donc on a mangé sur nos économies, plus l'investissement pour la création de la structure. Donc le jour où ça a ouvert, les comptes étaient à zéro, quoi. Vraiment, on avait même pioché sur le pécule de nos enfants parce que on pouvait plus s'en sortir. Donc c'était un petit risque financier, mais encore une fois, l'argent n'a jamais été ce qui nous a levé le matin, autant ma femme que moi. Donc on a bûché, on y allait, et aujourd'hui, moi j'ai toujours pas récupéré mes billes investies parce qu'on a remis de l'investissement par la suite.
Et parce que j'ai laissé aussi beaucoup d'argent dans la société. Et par contre, au bout d'un an, quand on a grossi, quand on a créé 2 autres sociétés, là je dis on parce que effectivement je me suis associé avec mon frère pour des raisons déjà évidentes, c'est le lien de famille et aussi le côté financier nous a permis d'être plus forts à deux. Ça s'est fait vite, sans expérience du monde professionnel. Et au bout d'un an, on n'a pas créé une autre, mais 2 autres sociétés d'un coup. Et là, je ne pouvais pas le faire. Je me sentais pas capable de le faire parce que mon projet initial était encore jeune. Et si je m'étais monté à 3 structures au bout d'un an, j'allais droit dans le mur. Donc du coup, l'association était une évidence, que ce soit mon frère ou quelqu'un d'autre. Et c'est un choix que je ne regrette pas aujourd'hui. Comment on gère les responsabilités? Parce que tu avais toutes les responsabilités, puis finalement, il y a certaines responsabilités qui ont dû être partagées. Comment vous avez défini ce partage de responsabilités? Ça n'a pas été facile. Il a fallu faire sa place, chacun. Lui arrivait dans mon projet, donc du coup, il fallait que ça soit notre projet, plus mon projet. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas en place. Donc du coup, il a apporté justement ce savoir et la mise en place de tout ça. Donc ça s'est fait naturellement. Ton but initial, c'était de créer de l'emploi. Combien d'emplois? Donc du coup, techniquement, aujourd'hui, on a créé 11 postes sur la Haute-Loire. Avec 0 départ. Si, nous avons eu... La vie de l'entreprise a fait beaucoup de départs. Quelqu'un qui a voulu faire le tour du monde, quelqu'un qui malheureusement a perdu son permis et malgré toutes les propositions pour qu'il reste, a fait le choix de partir. Par contre, le point positif, c'est qu'aucun de nos anciens collaborateurs est parti fâché et aucun a été débauché par nos concurrents. C'est compliqué la RH? On a dans nos structures une comptable en interne qui fait également un petit peu de RH. Après, c'est surtout mon associé qui s'occupe de tout ce qui est relations humaines. C'est un domaine qui est tous les jours différent. Il y a aussi un commercial. Oui. Donc, si je fais le calcul, depuis 2020, donc depuis 5 ans, c'est 3 structures. On part de rien. En fait, on part d'un risque initial. 3 structures, 12 collaborateurs. Ça s'arrête où? C'est la question la plus importante qu'il y a aujourd'hui dans notre entreprise. C'est comment est l'avenir? Parce que l'évolution de la structure a été incroyable. Le prévisionnel a été atteint la première année sur les 3 ans du prévisionnel. Aujourd'hui, on a envie de développer. On nous a proposé des gros secteurs. Maintenant, on va ouvrir un 4e centre sur Yssingeaux cette année pour voir justement si notre projet marche encore sur un secteur qui est au milieu de 2 secteurs qui tournent bien. Tu dis que tu as établi un prévisionnel sur 3 ans que tu as réussi à combler en 1 an. Donc du coup, aujourd'hui, comment tu fais pour ajuster ton prévisionnel d'année en année? Comme tu l'as dit tout à l'heure, on est parti de zéro. Donc un prévisionnel était basé sur un investissement. L'entreprise, le service, le projet a marché de suite. Aujourd'hui, l'évolution, les années N+1, N+2, on se base beaucoup sur la franchise, sur les cotes nationales. Et après, on calcule aussi par rapport à l'investissement sur la publicité, sur la communication, le retour sur investissement. Des fois, il y a des projets qui ne marchent pas. Et souvent, il y a des projets qui marchent. Comment tu fais pour justement rebondir après un projet qui ne marche pas? Tu l'as anticipé? C'était une enveloppe budgétaire qui était fixe? Typiquement, le projet de communication qui n'a pas marché, il y en a eu un l'année dernière sur le marché agricole. C'est un investissement où on a mis pas mal de moyens publicitaires pour essayer de draguer le monde agricole. Et effectivement, on a eu une année agricole qui a été en dessous du prévisionnel, de ce qu'on attendait. Après, on s'est renseigné. On a essayé de comprendre où était l'erreur, où est-ce qu'on a pêché sur cette communication. Et on s'est tout de suite rendu compte que c'était le marché national qui s'était cette année effondré, du moins l'année dernière, qui n'avait pas forcément fonctionné parce que les aléas climatiques, un choix doit être fait. Est-ce qu'on continue à remettre une communication aussi importante que l'année d'avant pour essayer de temporiser et de récupérer notre investissement sur les années suivantes ou pas? Et on a fait le choix de continuer. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton activité? Mon activité, c'est tout ce qui est lié au vitrage automobile. Alors l'automobile au sens large, hein, on parle de tout ce qui roule et qui est de la vitre. Donc on répare, on remplace, on change, on conseille, tout ce qui est lié au bris de glace. Il y a beaucoup de concurrence? Alors la concurrence, elle est basée sur plusieurs étapes. Moi, j'aime bien catégoriser mes concurrents. Alors j'aime pas trop parler de concurrents, plus de confrères, même si on a de la concurrence. Déjà, on est sur un marché, mon enseigne est sur un marché agréé auprès des assurances. Donc là, on a déjà pas mal de confrères qui sont là
sur le marché qui proposent des services quasiment au niveau des nôtres. Niveau technique, on est quasiment tous égaux en agréé, puisqu'on répond à des cahiers des charges. Après, niveau service, on a des atouts que les autres n'ont pas, et les autres ont des atouts que nous n'avons pas. Donc on essaye de rechercher le besoin du client. Après, il y a les concessionnaires, automatiquement, qui sont les garages, les carrosseries, qui sont multiservices. Et après, il y a aussi des spécialistes qui ne sont pas agréés, qui sont sur un marché parallèle au nôtre, et qui vont attirer par des systèmes en fait liés à la loi Hamon. Cette loi, c'est une loi qui n'oblige plus les assurances à orienter vers un spécialiste de vitrage agréé, qui aujourd'hui ouvre la concurrence à tout le monde. Les assurances n'ont plus le droit de favoriser un prestataire. Et le problème de cette loi, qui est bonne, puisque ça permet d'améliorer le service, c'est qu'elle n'a pas été quantifiée niveau prix. Donc du coup, la seule notion qui est dans la facturation, c'est prix constructeur et temps horaire constructeur. Mais le prix constructeur n'est pas mis en compte, donc on a des aberrations. Les factures pour la même intervention peuvent être de 30 jusqu'à 150 € en fonction de l'enseigne. La colle, pareil, enfin tout ce qui est produit annexe, pareil. Donc on arrive à des factures hallucinantes où on peut être 2 fois plus cher chez des confrères. Et comment les clients, et là on parle de la prospection, mais comment les clients ils peuvent choisir d'aller à un centre plutôt qu'un autre? C'est de la prospection, c'est de la notoriété, c'est de la publicité, c'est quoi? Alors là, toujours pareil, tout dépend le client visé. Si on parle d'un client particulier, ben là, il y a 2 chemins de communication, 2 canaux. C'est soit, même 3 d'ailleurs, puisque soit il connaît la marque qui est à la télé tout le temps, et il va parce que c'est la seule qu'il connaît. Soit il va s'orienter vers son assurance, puisque c'est le régleur, l'assurance. Donc du coup, l'assurance va l'orienter, va le conseiller vers un prestataire agréé, toujours en citant le fait qu'ils n'ont aucune obligation d'aller chez lui. Mais avec nous, typiquement, on a un cahier des charges à répondre, etc. Soit il est récupéré dans un magasin, dans un supermarché par un confrère qui ont des stands en fait sur les parkings, là où il y a les clients, et qui vont chercher les gens qui ont des pare-brises impactées pour les faire changer en monnayant justement des consoles de jeux, des bons d'achat, des choses comme ça. Là, on a parlé du particulier, mais en ce qui concerne les professionnels ou les agricoles, comment ils font pour choisir? Alors, l'agricole, c'est un marché que j'ai pas encore développé, à part sur une notoriété publicitaire, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, à part être dans des foires, dans des salons agricoles ou les journaux spécialistes agricoles, on a très peu d'impact pour eux. Après, sur le professionnel, tout ce qui est hors agricole, il y a les réseaux d'affaires qui sont importants. Il y a le porte-à-porte. C'est-à-dire qu'on va proposer nos services, on va comprendre leurs besoins, parce que le pare-brise, il est changé déjà ailleurs, avant nous. Maintenant, on va essayer de leur proposer une solution beaucoup plus adaptée à leur quotidien, puisque nous aussi, nous sommes indépendants, donc du coup, on sait ce que c'est le quotidien. Et le vitrage, il ne faut pas qu'il y ait un impact justement sur la vie de l'entreprise. Comment tu fais pour avoir des clients, toi? La franchise nous interdit d'aller sur les parkings pour aller chercher le client particulier. Ça, c'est interdit. C'est dans le cahier des charges avec les assurances. On n'a pas le droit d'aller démarcher directement le particulier. Par contre, on a essayé justement de trouver une autre source, un autre canal de communication via les colis, justement pour le particulier, pour qu'ils passent notre porte et en même temps on leur propose nos services. S'ils ont un sourire, on essaie de mettre pas mal d'événements par rapport à ça, des bouquets de fleurs pour la Saint-Valentin, pour Noël, des calendriers, voilà, des choses qui repartent avec un petit souvenir. Après, le professionnel, on a encore une fois 2 choses, c'est le réseau. Tout simplement, on rencontre quelqu'un, qui nous présente quelqu'un, qui nous présente quelqu'un. Ça, c'est plus mon domaine. Et le porte-à-porte, c'est plus le service commercial qui va faire de la démarche commerciale pure pour comprendre encore une fois leurs besoins. Le métier du vitrage, il change avec le temps. Est-ce qu'avec les nouveaux modèles de véhicules, les nouvelles choses, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des compétences particulières, nouvelles, d'année en année? Alors justement, là, on rentre dans un sujet qui est important pour moi. Et c'est un sujet qui est d'actualité, c'est la technologie. Notre enseigne est à la pointe à ce niveau-là. On est vraiment vecteur de développement dans cet axe où on va proposer un service de qualité, où on pourra répondre aux besoins de chaque client, surtout sur les véhicules récents,
Alors, tu parles beaucoup d'agréés, de centres agréés. Comment tu fais pour être agréé auprès d'une assurance? La franchise. C'est pas un travail, toi, où tu vas démarcher un Non, assureur local pour essayer d'être agréé à... C'est la franchise elle-même qui est agréée. c'est les royalties que je paye tous les mois qui font que je suis agréé. Non, c'est la franchise, effectivement. La franchise, elle a plus de 30 ans d'ancienneté. Elle était précurseur dans le domaine du vitrage. Il y a un autre facteur, c'est qu'on est plusieurs à être partenaires des assurances. Et à nous d'aller voir les agences en local pour leur montrer qu'on est là, pour leur montrer qu'on fait du vitrage de qualité, qu'on prendra soin de leurs clients. Parce que eux, devant leur PC, ils ont plusieurs prestataires. Lequel choisir, bah, c'est à nous de leur donner la réponse. Alors, on va parler tout à l'heure de toute la partie apporteur d'affaires, relations externes, parce que c'est important dans ton métier. Quelle est l'expérience que tu veux apporter au client quand il vient dans ton centre? De comprendre ses besoins. Notre intérêt pour le client, c'est de comprendre ses attentes. Là où il veut aller, pour que demain il puisse parler de notre magasin, de notre enseigne auprès de ses confrères, de ses amis, pour faire du réseau local. Comment tu fais pour l'analyser? Tu le fais quotidiennement? Tu mets en place des questionnaires? Tu fais quoi? À chaque fois qu'on prend rendez-vous avec un client, on essaye de poser la question, de savoir comment il nous a connus, etc., etc. Les entrepreneurs, tu en connais beaucoup. Des entreprises, ça fait partie aussi de ta cible. Pour cela, tout à l'heure, tu parlais de réseau d'entrepreneurs, réseau d'affaires. Tu en côtoies beaucoup des réseaux d'affaires. Il faut que tu sois présent partout. Au début, j'essayais d'être partout. Aujourd'hui, je fais un tri parce que l'activité est bonne, donc du coup, j'essaie de bien m'entourer, d'être avec des personnes qui vont m'accompagner dans ma vie professionnelle, qui vont me permettre de m'épanouir humainement. Et il y a des réseaux d'affaires qui sont très très bien, mais qui ne correspondent pas du tout à mon ADN. Et il y a d'autres réseaux d'affaires qui sont vraiment... Je suis en osmose en fait avec la politique, la vision de ces réseaux, donc j'y suis et j'y reste. Et vous parlez de quoi pendant ces réunions? L'idée, c'est d'être ensemble, de se soutenir, de s'aider en fait dans ce marché, chaque marché. Ça va pas plus loin que ça lors des réunions. Et par contre, derrière, si on a un atome crochu, parce qu'on commence à être beaucoup et on peut ne pas s'entendre avec tout le monde. C'est ce qui fait la force de l'être humain, c'est des fois on s'entendra bien avec une personne, que d'autres personnes n'apprécieront pas, bah c'est pas grave en fait, on n'est pas fait pour tous s'aimer. Et le réseau, bah, c'est ça, c'est qu'on se voit en dehors, on s'accompagne en dehors. Tout à l'heure, tu disais que au fil du temps, tu as commencé à te perdre. Aujourd'hui, est-ce que tu t'es retrouvé? Alors je dirais pas ça. C'est-à-dire que depuis que mon père m'a appris quelques valeurs dans la vie, et une des valeurs, c'est viser la perfection sans l'atteindre. Et en fait, quand j'ai dit que je m'étais perdu, c'est que j'ai eu 3 mois de pause dans mon projet. 3 mois où j'ai pu réfléchir à mon projet, aller plus loin, parce que comme je l'ai énoncé au début, ça allait très très vite. Ça s'est fait en même pas un mois. Et en fait, du coup, j'allais ouvrir, mais mon projet n'était pas abouti. Il était dans ma tête, mais pas sur le papier. Donc j'ai pu le mettre sur le papier et voir les erreurs de mon projet. Donc j'ai pu corriger tout ça. Et quand je l'ai ouvert le 2 octobre, pour moi, c'était le projet parfait. Et en fait, non. Parce que dans ta tête, même sur le papier, ça se passe comme ça, mais la réalité, elle est différente. Et du coup, j'ai perdu pied à ce moment-là, en fait, parce que il y a des choses qui se passaient pas comme je m'attendais, j'avais trop calculé. Et alors que non, des fois, il faut pas calculer, il faut analyser ce qu'il y a aujourd'hui et pas ce que tu penses qu'il y aura demain. Et du coup, c'est là, ce moment-là, que j'ai perdu pied. Et en fait, certaines personnes m'ont appris ce que c'était le fait de viser l'excellence sans l'atteindre. Je pensais l'avoir atteint, mais non, en fait, je l'avais pas atteint. Et il fallait encore que je travaille pour essayer de l'atteindre, mais sans vouloir l'atteindre. Et qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui, du coup, dans la gestion d'entreprise? L'envie de se développer. C'est quoi? Tu te bats contre cette envie ou tu as du mal à la suivre? J'ai du mal à la suivre. Il y a pas vraiment de bonne réponse, en fait. J'ai du mal à la suivre et j'ai pas envie de l'atteindre. Enfin, il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire que l'envie de se développer, des fois, il faut la freiner parce que tu te dis, attends, tu as monté un projet où tu as de l'humain derrière. Tu as des collaborateurs et des collaboratrices. Tu peux pas aller trop loin parce que ces gens, ils ont un crédit, ils ont une vie au quotidien et qui est basée sur leur salaire, qu'ils méritent tous les jours. Si tu vas trop loin et que tu craches l'entreprise, bah, c'est pas toi qui va en payer les conséquences, c'est tout le monde, c'est le groupe, c'est l'équipe. Donc le projet, des fois, il faut le freiner en se disant, bah attends, là tu l'as dans la tête parce que tu as cette vision-là, mais ça se trouve que le marché n'est pas encore
fait pour cette vision-là. Tu en as tant que ça, des idées? Pas plus que tout le monde. Après, j'essaye d'avancer, de m'améliorer, comme tout à l'heure je l'ai dit, de viser cette perfection. Mais il y a 80% des idées qui reviennent déjà. Et il y a 80% de ces idées, si elles reviennent, c'est que je les ai compromises, dans le sens où je me suis dit non, ça ne marchera pas. Puis finalement, un jour, il y a le premier facteur qui m'a donné cette idée qui revient. Puis je me suis dit, tiens, c'est la deuxième fois que j'y pense. Peut-être que en travaillant cette idée, mais d'un autre point, sur un autre regard, bah, peut-être qu'elle peut être mise en place. On en parle, on communique, j'échange énormément avec mes collaborateurs, pas que avec mon associé, avec la comptable, avec les chefs de centre, avec même la secrétaire, qui est un point important, puisque c'est elle qui voit le client au quotidien. Donc du coup, on échange énormément et je prends leur retour pour savoir si cette idée, on la met en place. Des fois, on la met en place et ça marche pas, des fois, on la met en place et ça cartonne. Et des fois, on ne met rien en place. Et des fois, même, j'en parle pas, parce que je trouve que même cette idée, elle est farfelue. C'est drôle d'avoir des idées farfelues aussi, ça nous distingue des autres. Est-ce que des fois, tu te sens incompris de la part de tes collaborateurs? Pour l'instant, ils suivent un projet, ils suivent une idée, et ça marche, c'est dans le bon sens. Donc, je dirais que forcément, oui, il y a des moments où ils ne doivent pas comprendre. Alors, c'est souvent lié à l'argent, hein, faut pas se leurrer. C'est souvent lié aux finances, où quand ils voient, eux, la marge commerciale et qu'ils ne comprennent pas que leur salaire il est plus bas, c'est qu'ils voient qu'il n'est pas plus haut, je veux dire. C'est qu'on essaye de leur expliquer, de leur montrer, de leur dire, ben, on n'essaie pas de les mener en bourrique, on leur montre du factuel en disant, mais vous vous rendez compte que en fait, l'entreprise, elle a une valeur, l'entreprise, elle fait un chiffre d'affaires, elle a un achat, mais par contre, elle a toutes ces dépenses-là, elle a toutes ces charges. Et ça, ils ne le voient pas au quotidien. Ils se disent, bon, bah, et puis, ils comparent souvent, ils font l'erreur souvent de se dire que l'argent de l'entreprise, c'est notre argent. Et ça aussi, on essaie de leur expliquer, c'est que non, l'argent de l'entreprise, c'est l'argent de l'entreprise. Nous, notre argent, il n'est pas là. Nous, on sort un salaire, on paye des impôts derrière, mais on ne peut pas vider les comptes d'une entreprise, parce que sinon, l'entreprise, elle ne peut plus investir sur le long terme, notamment avec tout ce qui est technologie. Donc c'est là où l'incompréhension entre le chef d'entreprise et le collaborateur, il est basé beaucoup sur le pécunier, à mon sens. Il faut être transparent avec ses collaborateurs. Moi, j'avais cette vision au début, j'ai essayé d'être hyper transparent. Ils connaissent tous mon salaire, par exemple. Ils savent tous que ma voiture, elle n'est pas sur l'entreprise, elle est en perso, etc. Que voilà, on n'abuse pas de la société. Par contre, il y a un point, c'est que mes collabs, j'aurais toujours dit, si un jour vous devez dire que je suis con, dites-le. Mais vraiment, parce que c'est la structure qui en peinera derrière. Donc, si je perds pied, si je fais une bêtise, il faut le dire. Jamais je reprocherai à un collab, avec le respect qu'il me doit, bien sûr, de me dire « Mathieu, tu fais n'importe quoi là ». Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est ancré dans l'ADN de la structure. C'est qu'on est une équipe soudée sur ce côté-là. Comment tu fais pour rester zen, à l'écoute et détendu? Déjà, je ne pense pas être zen. Déjà, je suis hyper bien accompagné. Vraiment, j'ai la chance d'avoir une compagne, la mère de mes enfants, qui est toujours là au quotidien, qui est là à m'engueuler quand je fais des bêtises, qui est là à me soutenir quand j'ai une réussite, etc. Des fois, c'est difficile parce que le boulot prend le dessus. Des fois, là, on a marre de parler pare-brise à la maison et je peux vous garantir que ce n'est pas un sujet très intéressant. Et c'est quoi le succès pour toi? Pour moi, le succès, c'est que dans mes collaborateurs, j'ai un collaborateur que je connais depuis très longtemps, qui a été là depuis le début. Et mon succès, ça serait qu'il achète une maison et que le dernier versement de son crédit, sur sa fiche de salaire, ça soit encore marqué la même entreprise. Ça serait un succès. Donc tu as un côté un peu paternaliste avec tes collaborateurs? Paternaliste, non, parce que j'ai besoin d'eux pour réussir et ils ont besoin de moi pour réussir. Donc du coup, c'est une équipe. Un patron, c'est forcément quelqu'un qui trouve des solutions. Les collaborateurs vont attendre du patron qu'il trouve la solution. Un patron, il doit faire en sorte que ce soit les collaborateurs qui trouvent la solution. Et du coup, tu te positionnes où, toi? Je suis jeune, donc pour l'instant, je suis encore dans... j'essaye de trouver des solutions. Après, j'ai une énorme expérience dans mon métier, donc il s'appuie beaucoup sur moi pour trouver des solutions. J'ai même d'autres marques, d'autres magasins qui ne m'appartiennent pas de la franchise, qui m'appellent pour trouver des solutions, parce que
Ce qu'on a fait, on a été presque les seuls à le faire et ça a bien marché. Donc, du coup, il y en a beaucoup qui nous appellent. Tiens, j'ai cette problématique, comment t'aurais fait, etc. Et pourtant, j'ai que 4 ans, alors que c'est des personnes qui ont 20 ans d'ancienneté dans la marque. Donc ça, c'est pour l'ego, c'est sympa. Mais après, moi, je suis encore dans la position, malheureusement, du patron qui trouve la solution. Mais plus on avance dans le temps, plus on a une équipe qui vole de leurs propres ailes. Est-ce qu'il faut de l'ego pour être patron? Oui, il faut de l'ego pour être patron. Maintenant, je pense pas qu'il y a un patron type. Je pense qu'il y a un patron par rapport à une structure et par rapport à une politique interne à la structure. Il y a des patrons, il y a des chefs d'entreprise. Alors moi, le mot patron, il m'a toujours un peu dérangé. Il y a des chefs d'entreprise qui ont une mainmise sur leur structure et qui veulent que ça marche comme ils veulent dans leurs idées. Et il y a d'autres entrepreneurs que je connais et qui ont un succès fou, qui sont vachement sur le partage des idées, des collabs. Donc vraiment, et là, ils n'ont pas d'ego en fait, ils sont vachement sur le partage, sur l'humain. Je pense que je suis un peu au milieu des deux, si je devais me baser sur un critère, mais où me baser, est-ce que je suis plus d'un côté, plus penchant de l'autre, je ne sais pas. Ça, c'est mon entourage qui jugera. Moi, j'ai un ego, sûrement. On me le dit, donc je dois en avoir un. Après, j'adore en rigoler de mon ego. J'adore tourner à la dérision mon ego. Est-ce que c'est une façade? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est juste pour blaguer? Ça, je sais pas. Mais j'en rigole beaucoup. Pendant longtemps, je me suis cru meilleur que tout le monde, oui. Aujourd'hui, je pense pas être meilleur que tout le monde. Je pense que j'ai une équipe qui fait qu'on est meilleur que tout le monde, oui. Mais c'est pas moi tout seul, en fait. C'est nous. Donc le patron, il a besoin d'ego pour réussir, pour montrer une certaine stature auprès de ses collabs, pour leur montrer qu'il les emmènera au bout du monde. Maintenant, il faut être humain aussi, parce que faut pas oublier que sans eux, on n'est pas grand-chose, quoi. Et la dernière question, est-ce que tu dors bien? Ça dépend le quotidien. Ça dépend à quel moment de l'année on est, ça dépend à comment s'est passé mon rendez-vous, comment s'est passé, que ce soit professionnel ou RH. Et puis, comment ça s'est passé en privé. Ça aide énormément. Enfin, le privé impacte à 70% sur mon sommeil. L'entreprise, c'est que 30%. Donc oui, je dors bien en règle générale. Il y a toujours le tracas du quotidien qui font que des fois, tu vas te lever à 6h du matin, à 5h, 4h. Merci Mathieu pour tous ces éclairages, toute cette expérience. On présentera l'intégralité de tes contacts et de tes sites web et autres directement en description de la vidéo et du podcast. Merci Mathieu. Merci Nelson. Je vous retrouve très rapidement pour un prochain numéro de l'émission Entrepreneur Mode d'Emploi. N'hésitez pas à commenter, partager les vidéos ou les podcasts à des patrons qui en auraient besoin. Salut!